Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons en Haute-Garonne, dans le pays toulousain. Nous découvrirons les vins de Fronton, le cassoulet et sa fameuse saucisse de Toulouse, mais aussi le fénétrin, un dessert oublié. Nous irons chez Hélène qui a relancé la culture de la violette, l'emblème de la ville rose. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Entourée de vastes plaines fertiles, entrecoupées d'arbres, caractérisée par ses habitations en briques roses, la ville de Toulouse constitue l'une des expressions les mieux affirmées du terre-fort. Plus communément appelée la ville rose, la ville de Toulouse se trouve coupée par la Garonne d'est en ouest. Renommée pour ses capitouls, son rugby et son fameux cassoulet, Toulouse a su conserver son charme particulier aux façades colorées et finement architecturées, témoignant d'un riche passé historique. Cette bouillonnante cité culturelle et économique allie à la douceur de vivre les exigences du futur et son rôle de métropole régionale. Au nord du territoire s'étend le vignoble du Fronton. La négrette, cépage noir caractéristique de ce terroir, aurait été rapporté de Chypre par des chevaliers. Mais après des recherches récentes, ce cépage aurait plutôt une origine locale autour des rives du Tarn. Ali Mahmoudi est le premier vigneron de l'appellation à s'être converti en bio. Je me suis inscrit en diplôme d'œnologie et j'ai obtenu mon diplôme national d'œnologue. C'est après que j'ai petit à petit appris les appellations de France, etc. Et j'ai appris que cette aire d'appellation si petite dans ce coin est si important et si bien parce que nous avons un cépage exclusif. Négresse, c'est un cépage qui n'existe que dans cette région. Et donc, avec ce biais, par ce biais, on peut dire que c'est un vin exclusif puisque ce n'est pas Cabernet Merlot du Bordeaux, ce n'est pas la Syrah de tel endroit, c'est un cépage que personne ne connaît. C'est un cépage très ancien ici, depuis l'époque médiévale. Et c'est un cépage unique en France puisque c'est la seule appellation qui doit obligatoirement avoir 50% de ce cépage dans sa composition finale de vin. Malgré un sol pauvre composé de boulbènes, constituant ainsi un milieu difficile pour cette vigne très ancienne, elle a toutefois su s'adapter à ces contraintes au fil du temps. C'est un cousin germain de Pinot Noir, puisque ça s'appelle Pinot Saint-Georges aussi. Mais ce cousin de Pinot Noir, eh bien, il est très fragile, et la grappe est très fermée, il n'y a pas d'air qui passe. Et chez nous, il suffit qu'il pleuve un peu trop et le raisin peut pourrir. Voilà. Et c'est ça l'inconvénient. À cette période de l'année, Ali procède à un traitement particulier de ses vignes. C'est un traitement qui s'appelle traitement par confusion sexuelle. Confusion sexuelle, pourquoi? Parce qu'il y a des insectes qui sont nuisibles pour la vigne et comme nous ne voulons pas appliquer des poisons, enfin des pesticides pour les tuer, là je place les tubes qui contiennent du phéromone féminin d'un insecte qui est nuisible pour nous. Les insectes mâles ne trouvent pas le femelle et ils tournent pour chercher le femelle qui sentent et finalement ils meurent d'épuisement. Et comme ça nous éradiquons ces insectes qui pouvaient et qui pourraient nous faire du mal à la vigne. Dans le cadre du cahier des charges de l'AOP Fronton, en rouge et en rosé, la négrette doit être le cépage majoritaire dans l'assemblage final. Ali procède régulièrement à des assemblages dans son chai à barrique pour tester de nouvelles saveurs. Nous avons un pourcentage de cépage qui est en plantation, qui est en vignoble, qui est déterminé et on ne peut pas le changer.
on doit mettre minimum 50% de négrette, mais parfois il nous arrive de mettre 60%, 65%, 70%. Parfois il nous arrive de faire autre chose. Donc la seule contrainte que nous avons, c'est 50% de négrette. Par contre, chaque parcelle, étant donné qu'on le vendange à des dates différentes, peut donner des qualités différentes. Donc l'assemblage dépend de la personne, du vigneron qui le fait. Dans cette bouteille, il y a le Cabernet Franc. Dans celui-là, c'est les vins de négrette qui avaient été élevés en barrique pendant 1 an. Et dans celui-là, c'est le vin de presse qui était aussi en barrique. Et dans cette barrique, c'est le vin de Syrah qui est en cuve, ce qu'on a à côté. Donc, on va voir avec les pourcentages que nous avons, ce que nous pouvons obtenir. Si on mélange 2, ça fait un vin. Si on mélange 3, ça fait un autre vin. Et si on mélange les 4, c'est un autre vin. Ça, c'est une cuvée qu'on appelle cuvée classique. Le cœur de la production, c'est celui-là. Alors, si on a fait l'assemblage, on le verse dans le verre. Après, de nouveau, on le verse là, pour que ça se mélange bien, que ça s'aère un peu. Et après, voilà, on peut le regarder et le déguster. Ces assemblages peuvent donner des cuvées exceptionnelles qu'ils gardent dans une somptueuse salle des coffres. Cette salle lui permet de montrer que malgré ce qui se dit, les vins de Fronton peuvent être de très bons vins de garde. Alors là, nous avons 2003, là, nous avons 2004. C'était les 2 années qui me paraissaient le plus aptes au vieillissement. Alors, on peut commencer par un 2004 pour voir si le vin est toujours bon. Si c'est bon, ça veut dire que le vin de Fronton est vieilli bien. Mais cela ne généralise pas tous les millésimes et toutes les cuvées non plus. La richesse de la gastronomie du pays toulousain s'exprime pleinement au sein même de la ville rose. L'un des produits phares est bien sûr la saucisse de Toulouse. Sous la halle Victor Hugo, Damien Castet vend cette célèbre saucisse et est l'un des principaux charcutiers toulousains qui la fabrique. La saucisse de Toulouse, elle est née finalement dans les villages. Les gens donc tuaient le cochon dans les villages pour se nourrir. À l'époque, il n'y avait pas de frigo comme aujourd'hui ou quoi, donc on faisait du salage, puisque c'est le meilleur moyen de conservation de la viande. Les morceaux restants en fait qui n'étaient pas utilisés pour les jambons ou quoi, eh bien, on les coupait et on s'en servait ensuite en prenant des boyaux pour faire la saucisse de Toulouse. Cette spécialité obéit désormais à une charte qualité assez réglementée. En général, on choisit plutôt l'épaule, puisque l'épaule, en fait, on va avoir quelque chose d'assez maigre et gras à la fois. En général, on compte à peu près 15 à 20% de gras dans la saucisse, quoi. Après, la seule chose en fait qui va avoir en plus dans la saucisse, ça va être donc l'assaisonnement. Et donc l'assaisonnement, pour que ça soit qualifié comme saucisse de Toulouse, c'est sel et poivre. Voilà. Donc après, chaque commerçant, artisan fait sa sauce, donc plus ou moins salée, plus ou moins poivrée. C'est grosso modo en fait les 2 paramètres, disons, les plus importants. Monsieur, bonjour. Bonjour. Il me faudrait 200 grammes de saucisse. Allez, on y va. Voilà, 215. Ça ira ? Allez. La clientèle de Damien se constitue essentiellement d'habitués gourmets, amateurs de bons produits. Chacun a sa petite recette personnelle pour cuisiner la saucisse. Les petits-enfants adorent ça. Et puis je fais beaucoup de choses avec. Alors en premier le cassoulet, bien entendu. Ensuite j'en mets dans les lentilles. Et je les fais même les spaghettis grillés au jus de la saucisse, avec la saucisse grillée aussi. Alors moi je la prépare simplement au four, four cuissant. Elle se grille tout de suite, elle est moelleuse à l'intérieur. C'est impeccable. S'il existe une autre institution à Toulouse, c'est bien le cassoulet. Et les Toulousains sont unanimes, le meilleur se déguste chez Émile, un restaurant en plein cœur de la ville. Christophe Fazan en est le propriétaire depuis 20 ans. Le cassoulet, il est né entre ici, Carcassonne et Castelnaudary. Voilà, c'est dans cette région où on travaillait les haricots. Avant les haricots, il y avait les fèves, puisque les haricots sont arrivés que d'Amérique du Sud. À l'époque, on a découvert l'Amérique du Sud, donc tout le monde faisait son cassoulet avec ses fèves.
et après ce haricot. Et on utilisait n'importe quel morceau de viande pour mettre dans ce ragoût en fait, voilà, qu'on cuisinait pendant plusieurs jours. On identifie certains morceaux de viande avec une cité, c'est-à-dire Carcassonne, où ils mettaient telle viande, avec Castelnaudary, où ils mettaient l'échine, comme on fait ici là, avec Toulouse. Ici, normalement, le cassoulet de Toulouse, on devrait mettre de l'agneau, mais nous, il n'y a pas d'agneau dedans. Nous, en l'occurrence, ici, c'est celui de Castelnaudary. On fait avec de la saucisse de Toulouse, de l'échine de porc, des pieds de cochon, il y a des couanes, beaucoup de couanes, voilà, et quelques ingrédients mystères. Christophe retire donc ces quelques ingrédients ayant contribué à parfumer sa recette. Après une première cuisson, vient la seconde étape de préparation. Il a cuit, il a pris toute la journée. Ce matin, on a commencé par cuire les haricots. On a cuit les viandes. On a cuit les saucisses qu'il y a dedans. Tout est cuit, tout est dedans. Il va ainsi disposer la préparation dans ses soucoupes en terre cuite locales, appelées cassoles. L'avantage de cette cassole, déjà, c'est qu'on peut la monter à des températures très très hautes. Elle ne casse pas, c'est très solide. Voilà. C'est fait avec la terre de chez nous. Et en fait, quand on met le cassoulet à l'intérieur, la diffusion de la chaleur va être homogène aussi. Là, on a disposé toute nos viandes dans les cassoles. Donc maintenant, on va récupérer nos haricots. On va verser dedans avec le bouillon. Il faut que ce soit plein de haricots. Il faut à peu près un cassoulet. Un bon cassoulet, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers de viande, un tiers de haricot et un tiers de jus. Christophe va ainsi laisser refroidir les portions de cassoulet avant d'y ajouter l'ingrédient final, une cuisse de canard confit. Donc là, on prend notre confit, on le pare bien comme il faut. Voilà. Et là, on le dispose voilà, sur notre cassole. On le met au four. 25 minutes de cuisson. Et après, je vous le montrerai sur table, tout beau, prêt à déguster. Quand on est extérieur du sud-ouest, le cassoulet représente une grande partie de la gastronomie sud-ouest. Après, il y a beaucoup de choses à voir, à goûter, à boire et à manger. Mais le cassoulet est l'emblème, on va dire, du sud-ouest de la France. Mais le pays toulousain possède une autre spécialité, le fénétrat, une pâtisserie malheureusement un peu tombée dans l'oubli. Dans son salon de thé, Victorien Lacoste fait partie des pâtissiers qui tentent de relancer ce dessert. C'est un dessert traditionnel de Toulouse qui date de l'époque romaine, qui était fait en mars pour la fête des morts. Ça a été perdu pendant plusieurs années et ça a été remis au goût du jour par un pâtissier. Les Toulousains ne le connaissent pas du tout. En général, c'est les touristes qui le demandent pour le goûter parce qu'ils l'ont trouvé dans le guide touristique. C'est une recette de grand-mère qui est dans la famille depuis longtemps et elle me l'a donnée, elle m'a montré comment le faire. C'est à base d'une pâte brisée. Ensuite, on met de l'abricot. Victorien ajoute également quelques citrons confits, puis vient s'ajouter par-dessus une autre garniture. J'ai monté la meringue pour faire la dacquoise. Donc la dacquoise, c'est une meringue avec de la poudre d'amande et de la farine. Après, c'est une technique que je fais moi pour la meringue, pour que ça reste moelleux sur le dessus. Toutes les recettes sont différentes. Il y en a qui le font en gâteau sec et il y en a qui le font en tarte. Et le dessus est soit croustillant, soit moelleux. On veut évidemment que les gens viennent pour notre fénétrat à nous, donc il y a toujours des façons de faire et des techniques qui sont différentes. On cache certaines choses pour éviter que les autres le recopient. Voilà, on va mettre la décoration. C'est la croque occitane. C'est devenu le symbole de Toulouse. Bonjour, voilà le fénétrat.
Ce gâteau comporte une particularité pour sa dégustation et peut s'accompagner d'une boule de glace, ici parfumée à la violette. C'est un gâteau qui se mange tiède, et ça, il n'y en a pas beaucoup des gâteaux qui se mangent tièdes. C'est bon, c'est moelleux, il y a le petit fondant des fruits qui sont un petit peu acidulés, avec la fraîcheur de la glace à la violette qui surprend quand même beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude de manger de la glace à la violette. C'est très bon. La composition de cette glace n'est pas un hasard, car la violette, longtemps renommée et cultivée jusqu'au début du XXe siècle, représente l'emblème de la ville de Toulouse. Cette dernière était en voie de disparition, mais de petites exploitations comme celle d'Hélène Vier sont apparues afin de reprendre la production de cette fleur très convoitée. Elle est toute belle. Hein, là, elles adorent parce que c'est mi-ombre et vraiment, elles sont heureuses, hein, elles sont en pleine forme. Voilà, c'est les toutes dernières. Hein. Alors, elle a un parfum unique, suave. Enfin, moi, les yeux fermés, je reconnais cette variété par rapport à d'autres. C'est réglissé, c'est poudré, voilà, c'est extraordinaire. La violette de Toulouse, c'est une fleur, une violette qui est toujours de cette couleur. C'est une variété très ancienne. En fait, bon, il y a plein de légendes qui entourent son arrivée, mais en fait, elle serait arrivée dans ce quartier précisément de Toulouse, quartier qui s'appelle La Lande. Elle serait arrivée vers 1850. Et ça a intéressé la population maraîchère qu'il y avait à l'époque, parce que comme elle a une floraison hivernale, ça a toujours été pour eux un complément de culture. L'hiver, elle fleurissait, elle fleurit toujours, on peut en faire des bouquets. En hiver, il n'y avait pas de fleurs sur le territoire français au début du 19e. Il n'y avait qu'à Toulouse que par magie, une population maraîchère parvenait à faire des petits bouquets ronds parfumés. Hélène maintient ainsi chez elle la culture de la violette. Elle prépare ses dernières boutures pour la saison et s'occupe de l'entretien de ses différents plants. Je vais les prélever et les mettre à raciner dans des pots et à leur tour, l'hiver prochain, ça deviendra des pieds mères. Voilà, je multiplie puisque c'est une variété qui ne fait pas de graines. Allez, venez. Là, je les hydrate, je les mets en pot et je m'en vais les bouturer immédiatement et je m'en vais l'installer dans un petit godet pour pas que ça souffre. Vraiment, l'intérêt, c'est on coupe les stolons et on les met en pleine terre. Je vais le mettre à l'abri du vent, du soleil. Et au bout de 4 ou 5 semaines, hein, ça va avoir raciné. Dans plusieurs mois, le pied va avoir même dépassé cette taille, va donner à son tour des boutures, et boutures que je prélèverai soit au printemps, soit à l'automne. C'est une chaîne sans fin à condition qu'on bouture toujours. En plus de cette activité, Hélène tient une péniche où elle présente la violette et son histoire. Elle y vend également des produits dérivés de la fleur. Il y a 20 ans, il manquait à Toulouse un lieu fédérateur pour raconter l'histoire de la violette de Toulouse. Et ce projet d'expliquer justement ce travail des producteurs et tout l'univers de la violette de Toulouse, c'est un projet qui me tenait à cœur et je voulais vraiment un lieu original. Bonjour! C'est la première fois que vous venez à bord? Oui. Ah, vous venez de loin? Italia. Italie! Oh, j'adore l'Italie! Dove? Napoli. Napoli, si. Vous avez ici tout l'univers avec tous les produits à base de violette. Hein. Alors, il y a beaucoup de produits gourmands. Hein. Hélène fait ainsi découvrir et déguster certains de ses produits à ses nouveaux visiteurs. C'est la première fois que... Oui. Ouais. Très bien. Donc, un authentique bonbon qui est fait avec la fleur. Donc, une petite violette simple, trempée dans un sirop. C'est un bonbon. Alors, c'est très ancien. Malheureusement, le manque de producteurs de violettes de Toulouse l'oblige à se fournir en fleurs récoltées en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La fameuse violette de Toulouse, actuellement, est rare. Elle est cultivée par une petite pincée de producteurs. En fait, ces produits sont faits avec beaucoup d'extraits et d'arômes.
et avec également de la violette, mais plus simple, de 5 pétales. Nos artisans se sont tournés pour fabriquer leurs produits vers une petite violette simple, sauvage. Elle a pourtant gardé les produits historiques, comme la violette cristallisée, la liqueur ou le parfum, mais fait aussi des bonbons, sucettes ou encore chocolat. Ah, c'est trop bon. On avait ce matin le kir à la violette. Kir à la violette, ah ben oui. Je connaissais les fameux bonbons à la violette. Et puis, je savais aussi que l'on fabriquait quelques liqueurs, mais je ne les connaissais pas tous. Voilà, donc c'est très bien. C'est vraiment une couleur et un symbole de Toulouse qui mérite d'être entretenu. Le fait d'avoir mis la maison de la Violette aussi dans une péniche, ça attire, ça nous permet d'expliquer ce qu'est le canal du Midi, que cette péniche était un pétrolier. Et on a un public qui est très à l'écoute, avec qui on peut communiquer, expliquer, partager la passion, même trouver des idées. Et en plus, c'est un public qui vient des 4 coins du monde, donc c'est des échanges extraordinaires. Oui, venez au mois à partir du mois de novembre. Je souhaite que beaucoup de Toulousains et d'étrangers viennent et reprennent cette tradition et la perpétuent. Défendre à tout prix des savoir-faire ancestraux est l'un des credos des producteurs du pays toulousain. Par cette volonté, ils continuent de faire connaître plus largement leurs produits, quelquefois oubliés. Ces amoureux du terroir montrent essentiellement la passion et la détermination de chacun à vouloir garder une identité forte et à la transmettre dans une région au patrimoine si riche. Aujourd'hui, je vous propose un magret de canard au jus au kumquats et au poivre long. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 pièces de magret de canard. Pour les kumquats acidulés, 20 pièces de kumquats, 100 g de sucre, 5 centilitres de vinaigre de cristal, 5 g de bâton de cannelle. Pour le jus de kumquats au poivre long, 150 g de kumquats, 20 g de beurre, 30 centilitres de fond brun de veau, 30 g de miel d'acacia, 15 g de vinaigre de cidre, 1 grain de poivre long. Pour le ragoût de haricots écossais, 200 g de haricots écossais, 1 décilitre de vin blanc sec, 1 litre de fond blanc de volaille, une carotte, 2 oignons blancs, une petite branche de cœur de céleri, une gousse d'ail, un petit bouquet garni, 80 g de concassé de tomates. Pour les kumquats acidulés, placez les kumquats dans une casserole avec de l'eau à hauteur. Portez à ébullition et cuire 5 minutes à petit bouillon, puis les retirer avec une écumoire. Ajoutez le sucre, le vinaigre cristal, 5 g de bâton de cannelle dans l'eau de cuisson et portez à ébullition. Remettre les kumquats et les cuire à petit bouillon 15 minutes. Laissez refroidir les kumquats dans leur jus et réservez. Pour le jus de kumquats au poivre long, lavez, coupez en 4 et épépinez les kumquats. Colorez le miel jusqu'à l'obtention d'un caramel brun. Déglacez avec le vinaigre de cidre, ajoutez le fond brun de veau, les kumquats et le poivre long. Assaisonnez, portez à ébullition et cuire à couvert à petit feu pendant 15 minutes. Mixez avec le beurre et passez au chinois étamine. Versez dans une casserole, puis montez au beurre à feu doux. Rectifiez l'assaisonnement. Pour le ragoût de haricots écossais, coupez la carotte et le céleri branche en brunoise, ciselez les oignons blancs, hachez l'ail et réservez pour la cuisson. Blanchez rapidement les haricots dans une eau claire et non salée. Dans une casserole en fonte, faire suer au beurre la carotte en brunoise, les oignons blancs ciselés, la branche de céleri en brunoise et l'ail haché. Déglacer avec le vin blanc, ajoutez les haricots, le bouquet garni et mouiller avec le fond blanc de volaille. Couvrir et cuire au four à 150 degrés pendant 50 minutes. Au terme de la cuisson, retirez le bouquet garni puis ajoutez la tomate concassée. Dégraissez légèrement les magrets et incisez la peau en croisillons, salés et poivrés. Marquez les magrets à la poêle côté peau, leur donner une belle coloration. Enlevez de la graisse au fur et à mesure. Les retourner et finir de les cuire en arrosant. Le gras que va rendre le magret de canard, il est important de ne pas le jeter. Gardez-le pour cuire par exemple des pommes de terre sautées, pour ajouter dans une vinaigrette,
Pour le dressage, réchauffez les kumquats dans leur eau de cuisson. Coupez le magret en 6 et légèrement en biais. Dressez l'assiette en déposant un peu de ragoût dans un cercle de 8 cm de diamètre. Disposez les morceaux de magret de canard, quelques kumquats acidulés et le jus. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à bientôt.